Il y a quelques jours, l'Iran a remporté son plus grand succès militaire depuis le début de la guerre. Mais derrière l'opération se trouvait l'ennemi bien connu de l'Occident. Ou peut-être était-ce l'ennemi de demain. Dans tous les cas, cela crée un problème politique intéressant pour l'administration Trump, donc nous devrions prendre un peu de temps pour essayer de tout clarifier. Nous allons commencer par ce qui s'est réellement passé, faire le point sur les conséquences, passer à ce qui a mal tourné pour les États-Unis, puis discuter de ses liens avec une éventuelle troisième guerre mondiale. Ce qui semble être une caractéristique constante des vidéos de nos jours. Voici le résumé de ce qui s'est passé. Le 27 mars, l'Iran a tiré un certain nombre de missiles balistiques et de drones Shahed en direction de la base aérienne du Prince Sultan, qui se trouve à environ un tiers du chemin entre le Golfe et l'intérieur des terres. Les États-Unis utilisent cette base depuis des décennies pour projeter leur puissance dans la région, comme le montre cette photo d'archives. Les attaques de missiles et de drones font désormais partie du quotidien de la guerre depuis son début. Rien de surprenant à cela. Mais c'est ce que l'Iran a frappé, ou on pourrait dire ce que les États-Unis ont, par maladresse, laissé l'Iran frapper, qui rend cela si important. 10 membres du personnel militaire américain ont été blessés, bien qu'il n'y ait eu aucun décès. Quelques avions ravitailleurs, KC-135 Stratotanker, ont été détruits, chacun valant 80 millions de dollars. Ce sont les avions qui ravitaillent les chasseurs en plein vol, leur permettant de poursuivre les opérations plus longtemps. Mais le grand trophée de l'Iran ce jour-là était un E-3 Sentry, un système aéroporté d'alerte et de contrôle, ou AWACS pour faire court. Ce sont des avions qui servent de radar volant, offrant une perspective plus large car ils ne sont pas autant gênés par la courbure de la Terre. Vous vous souvenez peut-être aussi qu'en février, j'avais averti que leur déploiement au Moyen-Orient annonçait une opération bien plus vaste que ce que beaucoup imaginaient à l'époque. Eh bien, nous y sommes, sauf que les États-Unis ont perdu un AWACS. Si je peux me permettre de spéculer un instant, il semble que l'Iran ait réussi à toucher directement le dôme radar de l'AWACS. Autrement dit, ce disque étrange fixé à l'arrière de l'avion. Ce serait vraiment un exploit de précision pour un missile balistique de atteindre directement sa cible comme ça. Et même si les Shaheds ne sont pas vraiment connus pour leur précision en Ukraine, il est assez probable qu'un drone soit à l'origine de l'attaque contre l'AWACS. Peut-être était-ce un Shahed doté d'une assistance à la navigation par IA cherchant la forme de disque caractéristique. Les rapports indiquent en effet que la Russie a partagé des améliorations d'IA pour les Shaheds avec l'Iran. Peut-être s'agissait-il d'un Shahed avec un système GPS très précis et une localisation très exacte de la cible. Nous en parlerons davantage dans un instant. Dans tous les cas, le résultat de l'attaque serait qu'un système à usage unique coûtant des dizaines de milliers de dollars détruirait un avion de 500 millions de dollars. En ce qui concerne l'impact opérationnel, cela aura des conséquences. Les États-Unis ne disposent plus que de 16 E-3 au total, dont 5 actuellement au Moyen-Orient. Idéalement, il faudrait en avoir un en vol dès que des opérations de combat sont en cours, ce qui est le cas en permanence en ce moment. On pourrait donc imaginer que l'un des 11 E-3 restants se retrouvera bientôt près de l'Iran. Les États-Unis utilisent également des E-2 Hawkeye AWACS, qui sont suffisamment petits pour tenir sur des porte-avions et remplissent le même rôle de coordination des combats pour les groupes aéronavals. Ils ne peuvent pas voler aussi haut, donc sont moins performants, mais c'est déjà quelque chose. Des questions sur la charge de travail se poseront aussi dans un peu plus de 2 mois, lorsque l'Amérique du Nord accueillera la Coupe du Monde. Les AWACS ont déjà survolé de grands événements sportifs pour surveiller les menaces, y compris un des avions de l'OTAN qui a observé la Coupe du Monde 2006. Nous avons actuellement un contexte sécuritaire plus tendu, donc l'événement de juin pourrait recevoir le même traitement. On se demande si les États-Unis disposent d'une couverture suffisante pour gérer cela, ou si les avions de l'OTAN devront traverser l'Atlantique pendant un mois. Quoi qu'il en soit, la seule consolation pour les États-Unis, et c'est une maigre consolation, c'est que les E-3 doivent être remplacés. Ils sont vieux, mais les systèmes de remplacement potentiels en sont encore au stade de prototype, et le Pentagone a besoin de quelque chose pour combler cette longue période. C'est pourquoi il s'agit de la pire attaque de la guerre jusqu'à présent, du moins sur le plan militaire.
La raison de cette réserve, c'est que, je pense d'un point de vue politique, cela pourrait avoir très peu d'impact. Vous paniquez peut-être, mais vous et moi ne sommes pas l'électeur moyen. Tant mieux pour vous, vous êtes mieux informés. Quand l'Américain moyen entend AWACS, il pense probablement « Ah oui, c'est l'épilation qu'il faut quand les poils du dos deviennent incontrôlables ». Ils ignorent un centre nerveux clé sur le champ de bataille. Essentiellement, seul le prix de l'essence et la bourse comptent politiquement. Je ne me souviens d'aucune guerre auparavant où il y avait un tel décalage entre la situation militaire et le sentiment des électeurs. Même le Vietnam n'était pas comme ça. Là-bas au moins, les pertes humaines alimentaient le débat. Ici, tout ce que les gens veulent savoir, c'est ce qui arrive à leur plan d'épargne retraite 401 Quocroix. Bien sûr, cela pourrait changer si l'Iran commence à infliger de lourdes pertes. Jusque-là, pour les électeurs américains, cela paraît surtout une question d'argent. D'accord, passons maintenant à ce qui a pu se passer ici, car il y a eu des erreurs évidentes et il est difficile de comprendre comment autant de choses ont pu mal tourner. Je vais commencer par une touche d'ironie. L'une des nombreuses caractéristiques intéressantes des AWACS, c'est qu'ils ne disposent pas vraiment de défense active. En fait, leur stratégie défensive consiste à pouvoir observer les menaces en approche à environ 400 km de distance. Donc si un ennemi essaie de combler cette grande distance et de lancer quelque chose contre l'un d'eux, il lui suffit simplement de faire demi-tour. Eh bien, ça fonctionne très bien quand on est dans les airs. Ça ne marche pas aussi bien quand on est assis au sol. Une question à se poser est pourquoi l'U-3 a été placé relativement près de l'Iran. Il n'était pas directement sur la côte du Golfe, mais d'autres options existaient plus à l'ouest. Cela importe non seulement à cause de la portée des drones Shahed, mais aussi parce que la profondeur aide à s'en défendre, chaque étape successive essayant de réduire le problème pour la suivante. C'était peut-être un problème d'entretien, mais l'armée de l'air ne nous précise pas ce qui doit aller où. Il semble également qu'il y ait eu une erreur en regroupant autant d'avions au même endroit. Il est facile de regarder cette progression des lancements iraniens au fil du temps et de se dire « Bon, bof, l'Iran n'est plus une menace ». Eh bien non. Les tirs de missiles et drones restent en dessous de leur niveau du début de la guerre. Mais une baisse n'est pas la même chose que zéro. De plus, la seule véritable façon pour l'Iran de faire passer quoi que ce soit avec un taux de tir aussi bas est de les regrouper en une seule fois et de les diriger vers la même cible, en espérant que les défenses américaines ne soient pas suffisamment concentrées pour tous les intercepter. Cette stratégie fonctionne mieux lorsque les cibles sont également regroupées, afin que les explosifs qui passent ne frappent pas inutilement la même cible. Le dernier point à noter est que les cibles étaient exposées à l'air libre. Il est beaucoup plus facile pour un Shahed de détruire quelque chose lorsque ce n'est pas protégé par un hangar en béton. Le meilleur moment pour construire des hangars en béton était il y a 1 an, quand l'Ukraine a montré à quel point de simples quadricoptères pouvaient poser problème. Le deuxième meilleur moment pour commencer à construire des hangars en béton, c'est maintenant. Je continuerai à le répéter parce que cela reste vrai, mais il y a énormément de sites vulnérables tout le long de la frontière américaine qui ne sont pas correctement protégés, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'un événement de ce genre ne se produise à l'intérieur des États-Unis. Enfin, nous devons replacer cela dans le contexte plus large des coalitions d'un monde en guerre. L'Iran n'a presque certainement pas mené l'opération sans assistance extérieure. Réaliser autant de frappes simultanées sur des avions américains nécessite de savoir exactement où ils sont tous stationnés. Cela semble indiquer l'usage d'images satellitaires dépassant les capacités de l'Iran. Tous les regards se tournent immédiatement vers la Russie, car il était déjà connu que le Kremlin partageait des informations de renseignement avec l'Iran. Maintenant, tout récemment, des rapports indiquent que la Chine partage également ce type d'informations. Donc en réalité, nous ne pouvons pas être certains de la source. La Chine veut clairement affaiblir les forces américaines pour faciliter une invasion de Taïwan. Je vais donc me concentrer sur la Russie pour la suite. Pour commencer, il est important de reconnaître que la guerre en Iran n'aurait pas eu lieu sans l'invasion de l'Ukraine. Du moins pas sous sa forme actuelle. La Russie a été tellement affaiblie en Ukraine que la Maison-Blanche n'a pas eu besoin de consulter le Kremlin au sujet de la politique iranienne, comme cela avait été le cas historiquement avec des endroits comme la Syrie il y a plus de 10 ans.
Il est également probable que le Kremlin aurait voulu soutenir l'Iran pendant sa période de vulnérabilité face aux manifestants, fermant ainsi la fenêtre d'opportunité qui, autrement, aurait poussé l'administration Trump à entrer en guerre. En termes de motivation, le Kremlin considère sans aucun doute les frappes comme des représailles. Cela s'explique en partie par le soutien militaire américain à l'Ukraine ces dernières années. De manière similaire à la situation actuelle, cela s'explique aussi par le soutien en renseignement que les États-Unis continuent de fournir à l'Ukraine. Oui, au risque de jouer les vieux grincheux, les États-Unis font cela. Non, il ne s'agit pas de dire à l'Ukraine où est une raffinerie ou un port. Quiconque dispose de Google Maps est capable d'obtenir cette information par lui-même. En fait, comme l'illustre le cas AWACS, la surveillance par satellite est utile pour savoir exactement où se trouvent les choses à l'instant présent, comme l'emplacement des défenses aériennes russes, ou peut-être l'endroit où le dernier ravitaillement d'un char particulier a eu lieu. Des rapports indiquent que la Russie aurait proposé aux États-Unis de suspendre mutuellement leur aide en renseignement à leurs partenaires. Comprenant qu'un tel accord est totalement inapplicable, la Maison-Blanche a refusé. Mais dans ce monde de contrats inapplicables, la solution au problème n'est pas de freiner. Et pourtant, parallèlement à tout le reste, les États-Unis freinent. Tu te souviens de ce drame à propos d'un pétrolier russe en route vers Cuba? Eh bien, la crise s'est terminée sans un coup de feu, ni balle, ni rhum. Mais il y avait des tacos. Le pétrolier accostera bientôt à Cuba et débarquera son équipage dans un pays qui a désespérément besoin de carburant. Si le gouvernement fait durer les réserves, cela devrait offrir quelques semaines de répit à l'île. Trump n'a pas vraiment expliqué pourquoi il a permis aux pétroliers de passer. Après avoir montré des plans de la salle de bal de l'aile Est en construction, Trump a essentiellement dit aux journalistes que c'était pour des raisons humanitaires, que n'importe quel pays pouvait y importer du pétrole, et que Cuba est fini d'une manière ou d'une autre. Si je peux lire entre les lignes, il est possible que la Russie ait escorté ce pétrolier avec un sous-marin, donc l'aborder pourrait être compliqué. Je comprends pourquoi cela ne serait pas divulgué, afin d'éviter une situation publique rappelant la crise des missiles de Cuba. Si c'est ce qui s'est passé, je m'attendrai assez vite à des fuites allant dans ce sens. Une explication moins conspirationniste serait que Donald Trump ne veut pas mener une guerre des pétroliers dans l'Atlantique tout en poursuivant la guerre contre l'Iran. En somme, tolérer le partage de renseignements par la Russie vaut mieux que tenter de la soumettre par la force. Il ne fait aucun doute qu'il y aura de nombreux membres du Congrès qui auront un avis différent sur la question. Certains s'interrogent sur la quarantaine en général, ce n'est pas un blocus mais une quarantaine, d'autres sur l'incohérence de son application. Il convient de noter que la Russie a repris les livraisons par pétrolier vers Cuba en 2022. Il y a eu une interruption en 2023. Au moins un pétrolier est arrivé sur l'île en 2024. L'administration Biden n'a pas arrêté ces livraisons. Donc encore une fois, beaucoup de plaintes au Congrès diront que soit vous avez une quarantaine, soit vous n'en avez pas, et laisser passer n'importe quel pétrolier pour le plaisir, surtout un russe, n'est pas une bonne politique. Un dernier élément ironique ici. Le pétrolier qui arrive actuellement à Cuba ne pourrait pas refaire le voyage. Il s'est approvisionné au terminal pétrolier de Primorsk, en Russie. Eh bien, ce terminal a de nouveau été attaqué hier, ce qui fait environ 4 fois en un peu plus d'une semaine. Peut-être que c'était 5 fois. J'en suis au point où j'ai perdu le compte. Aucune indication claire ne montre si les États-Unis refusent de partager des renseignements pour ces frappes. De plus en plus de rapports signalent que la Maison-Blanche presse l'Ukraine d'arrêter de viser les infrastructures pétrolières en raison de préoccupations politiques internes. Zelensky a également déclaré que ses partenaires lui ont demandé de réduire les attaques, sans nommer explicitement quels partenaires. Il est évident de faire le lien avec les États-Unis, mais il faut se rappeler que les dirigeants européens ne sont pas non plus ravis de la hausse des prix de l'énergie. Dans tous les cas, c'est un autre domaine où les États-Unis pourraient riposter, mais peut-être ne le font-ils pas. Alors quels sont les points à retenir pour aujourd'hui? Eh bien, en une seule attaque, l'Iran a détruit au moins 750 millions de dollars d'équipements. Les États-Unis remarqueront les pertes, mais la situation n'est pas catastrophique. De nombreuses bonnes questions seront posées à Washington sur la façon dont le Pentagone a permis que les conditions d'une telle attaque soient réunissent. L'Iran a sans doute reçu l'aide de la Russie, peut-être aussi de la Chine.
et la Maison-Blanche ne sanctionne pas en conséquence. Cela conclut, je crois, le 32e jour d'affilée. Je ferai une séance de questions-réponses pour le 33e jour sur Lines on Maps Extra. Il y a un commentaire épinglé ci-dessous pour poser vos questions. Allez y jeter un œil, et si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, merci de liker, de partager et de vous abonner, et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.